milliards de tonnes de déchets chaque année. Imagine un instant, c'est comme 500 000 tours Eiffel, mais faites de bouts toxiques, de cocktails chimiques et de vieux sacs plastiques. Et tout ça, ça ne traîne pas dans un coin. Non, ça part pour un voyage complètement dingue. Aimants géants, bains chimiques, fours brûlants et même des bactéries qui bouffent au le plastique. Oui, c'est du vrai. Prépare-toi, on plonge dans un monde où même la merde est triée par catégorie. Et tu ne pourras plus décrocher. Tout commence quand, quelque part dans une aciérie, quelqu'un a un peu trop chargé la dose. Résultat, une dizaine de tonnes de scories inutilisables. Ou dans un labo, on a renversé un peu d'amour. Et paf, un baril de produits toxiques capable de dissoudre une grenouille. Tout ce bazar part en traitement. Le tri des déchets industriels, c'est comme un marathon pour les costauds. Avec la patience d'un lézard de montagne. Une benne arrive, pleine de trucs colorés, crades, puants, avec une texture franchement suspecte. Maintenant, les pros doivent comprendre ce que contient ce smoothie et où l'envoyer. Selon la Banque mondiale, chaque année, plus de 2 milliards de tonnes de déchets industriels arrivent dans les centres de traitement. Et environ 30 à 40% doivent être triés à la main ou par des machines ultra précises. Première étape, contrôle qualité à la main. Des ouvriers en combi choisissent ce qui ne peut pas être recyclé ou ce qui est dangereux. Piles, bidons toxiques, produits explosifs. Oui, ça arrive. Environ 15% de tous les déchets sont triés à la main avant tout automatisme. Un seul opérateur peut trier jusqu'à 2 tonnes de déchets par shift selon le type de matos. Ensuite, les machines prennent le relais. Des aimants géants récupèrent le fer et l'acier. Des séparateurs à induction attrapent les métaux non ferreux. Des scanners optiques à infrarouge ou ultraviolet traitent le plastique, le bois, le verre. Des séparateurs à air soufflent les déchets légers d'un côté, les lourds de l'autre. Tu veux séparer une plume et un écrou? C'est là que ça se passe. Puis viennent les tamis vibrants. Ils filtrent les petites particules comme une passoire à farine, mais version chimique et métallique. Les chaînes modernes de tri peuvent gérer jusqu'à 100 tonnes par heure. Les plus grandes usines, plus de 700 000 tonnes par an. Parfois, avant le tri, on fait une analyse express. Acidité, toxicité, composition. Parce que si tu crois voir une vieille vis rouillée, mais que c'est en fait un bout d'uranium, tu risques d'aller saluer Saint-Pierre. Environ 5 à 7 lots de déchets sont recalés ici comme ultra dangereux et isolés ou envoyés pour destruction spécialisée. Et là, la magie commence. Les métaux sont envoyés à la refonte. Et là, c'est un vrai concert de métal. Dans les fours, il fait jusqu'à 1500 degrés. C'est ce qu'il faut pour faire fondre l'acier, le fer, le cuivre ou l'aluminium. Tu veux y poser ton café? Il s'évapore avant que tu le serves. Dans ces énormes fours, on jette des tonnes de ferraille et on obtient une masse incandescente qui donnera naissance à des tuyaux, des poutres, des pièces d'auto, voire des électroménagers. C'est un processus ultra énergivore, mais super rentable, car environ 95 métaux sur 100 peuvent être recyclés sans rien perdre de leur qualité. Donc ce vieux boulon rouillé d'un pont. Demain, il sera peut-être dans une voiture électrique. C'est ce qu'on appelle la réincarnation métallique. Et les déchets chimiques? C'est ce qui reste quand un chimiste dit « Oups ».
Des acides, des solvants, du pétrole, de la peinture, des réactifs. Ça pue, et ça peut foutre en l'air tout un écosystème. D'une tonne de produits toxiques, on peut tirer jusqu'à 700 kg de résidus inoffensifs, qui seront soit enterrés, soit utilisés comme charge technique. Le reste, on le scelle, et on le range bien loin, comme une vieille rancune. Un sac plastique vit quelques minutes dans ta main et 5 siècles dans une décharge. C'est un criminel déguisé en emballage. Chaque année, on utilise plus de 5000 milliards de sacs dans le monde et la majorité finit n'importe où sauf au recyclage. Recycler le polyéthylène? Une vraie galère. D'abord, il faut les récupérer. Et ils sont partout. Accrochés aux arbres, dans les rivières, sur la tête des pigeons. Ensuite, tri par type de plastique, lavage, séchage, broyage. Le tout devient une sorte de poussière plastique qu'on fait fondre à 170 à 250 degrés Celsius pour en faire des granulés. Ces granulés deviendront de nouveaux sacs, des tuyaux ou des bancs de parc. Mais la réalité est brutale. Moins de 10% du polyéthylène mondial est recyclé. Conclusion, mieux vaut un sac utilisé 20 fois que 20 sacs jetés après une fois. Car même dans une deuxième vie, ce sac peut finir coincé dans un arbre. Au même endroit, on recycle aussi les bouteilles en plastique. Une palette géante, emballée dans du film plastique, avec des dizaines de milliers de bouteilles écrasées, ressemble à un monstre cubique né des déchets. On la pose sur un tapis roulant, et là, le show commence. La machine découpe l'emballage, les bouteilles dégringolent, comme une avalanche. Le bruit? Un croisement entre une machine à pop-corn et le pupitre de contrôle d'un vaisseau spatial. Ensuite, broyage. Des lames puissantes découpent les bouteilles à une vitesse folle, jusqu'à 500 kg par heure. Le plastique craque, gémit, parfois crache encore du soda ou du jus de fruits. Puis, direction la grosse douche, bain d'eau chaude, bulles, mousse, nettoyage. Et enfin, tout ça part en granulation, début d'une nouvelle vie en banc, en veste ou en pièce d'auto. Pendant que le plastique classique met 500 ans à disparaître, les bio-ingénieurs se sont dit « Et si on le faisait en quelques jours ?» En 2016, des chercheurs japonais ont découvert une bactérie, Ideonella sakaiensis, qui produit des enzymes capables de digérer le plastique. En labo, ce processus prend entre 6 heures et quelques jours et laisse une matière réutilisable, voire compostable, car elle est déjà presque organique. Dans les années 2020, on a mis la gomme. On a créé des enzymes artificielles encore plus rapides, résistantes à la chaleur, prêtes pour l'industrie. En France, l'usine Carbios a été construite pour lancer le recyclage enzymatique des bouteilles plastiques à grande échelle. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent.
Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre. Ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux, qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense,
augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion. Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale.